La plupart des hommes restent fauchés non pas par manque de talent, mais parce qu'on leur a appris à jouer à un jeu qui n'existe pas. Réfléchissez-y. Vous vous levez avant l'aube. Vous vous démenez. Vous travaillez dur. Vous sacrifiez vos week-ends, vos relations, votre sommeil. Vous faites tout ce qu'on vous a dit de faire. Et pourtant, à la fin du mois, vous êtes toujours à la traîne. Vous attendez toujours le déclic. Vous vous demandez encore pourquoi la richesse ressemble à un mirage qui s'éloigne à mesure que vous pensez vous en approcher. Voici la vérité qu'on ne veut pas que vous sachiez. Le jeu auquel vous jouez a été conçu pour que vous perdiez. Pendant que vous publiez votre routine matinale, que vous recherchez la validation, que vous criez dans le vide pour attirer l'attention, un tout autre jeu se joue. Un jeu silencieux. Ne comprennent pas. L'authenticité est une arme utilisée contre vous. Dès l'instant où vous devenez prévisible, vous devenez contrôlable. Dès que quelqu'un peut anticiper votre réaction, votre conçu pour vous rapprocher de votre objectif. Car dans le jeu du pouvoir, celui qui possède le plus d'informations et le moins d'exposition l'emporte. Le silence n'est pas seulement d'or, il est impénétrable. Musique, les pauvres perdent leur temps chaque matin. Ils se réveillent en mode réaction. Notifications de téléphone, courriel, urgence des autres. Leur journée entière est consacrée à réagir au monde au lieu de le façonner. Les riches ne perdent pas leur temps. Ils le dominent. Le temps n'est pas une ressource. C'est un champ de bataille. Et chaque heure de votre journée est soit conquise par vous, soit volée par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de terrain neutre. Pensez à votre matinée. Quelle est la première chose que vous faites? Consultez votre téléphone. Faire défiler les réseaux sociaux. Vous vous jetez dans les plans des autres avant même d'avoir défini les vôtres. Félicitations. Votre journée est déjà perdue avant même d'avoir commencé. Les personnes performantes ne vivent pas en réaction. Elles vivent dans le rituel. Leurs matins sont sacrés, intouchables. Les premières heures leur appartiennent, à elles seules. Pas de distraction, pas de négociation. Juste une concentration implacable sur le travail interne qui, cumulatif, engendre une domination externe. Ils ne surveillent pas ce que font les autres. Ils construisent sous le regard de tous. Voici le changement. Chaque heure de votre journée doit répondre à une seule question. Est-ce que cela me sert ou est-ce que cela sert quelqu'un d'autre? Si vous ne pouvez pas y répondre immédiatement, vous êtes exploit. Le temps est la seule ressource que vous ne pouvez jamais récupérer. L'argent, vous pouvez le regagner. La réputation, vous pouvez la reconstruire, mais le temps, une fois perdu, est perdu. À jamais. Et vous le gaspillez pour des choses qui ne rapportent rien, pour des personnes qui n'investissent pas en vous, pour des activités qui semblent productives mais ne génèrent aucun effet de levier. Les riches traitent le temps comme une arme. Ils l'utilisent stratégiquement. Ils l'investissent dans des actifs qui se multiplient, des compétences qui évoluent, des relations qui ouvrent des portes, des systèmes qui fonctionnent sans eux. Les pauvres traitent le temps comme s'il était infini. Ils gaspillent une heure à faire défiler leur fil d'actualité, mais prétendent ne pas avoir le temps de lire. Ils passent 3 heures à regarder Netflix, mais disent être trop occupés pour construire. Il ne s'agit pas d'avoir du temps, mais de le contrôler. Alors, analysez votre journée. Soyez impitoyable. Supprimez tout ce qui ne sert pas votre mission et observez à quelle vitesse votre réalité change lorsque vous cessez de laisser le monde dicter votre emploi du temps. Le temps ne s'incline devant personne, mais il récompense ceux qui le maîtrisent. Musique, la plupart de vos contacts sont un poids mort. Soyez honnêtes. Vous les appelez amis. Vous appelez cela de la loyauté. Mais en réalité, ce sont des ancres émotionnelles qui vous entraînent au fond de l'océan pendant que vous essayez de construire un navire. Le machiavélien ne garde pas d'amis, il garde la fonction. Chaque personne dans votre vie sert l'un de ces deux objectifs. Soit elle est un levier qui amplifie votre pouvoir, soit elle crée des frictions qui ralentissent votre ascension. Il n'y a pas de troisième catégorie. Il n'y a pas de neutralité. Posez-vous cette question. À propos de chaque personne avec laquelle vous interagissez régulièrement. Cette personne développe-t-elle mes capacités ou les épuise-t-elle? Ouvre-t-elle des portes ou remplit-elle mon agenda de drame? Me pousse-t-elle à évoluer ou me conforte-t-elle dans mon confort? Apporte-t-elle des ressources, des contacts, des idées, ou occupe-t-elle simplement de l'espace?
Si la réponse n'est pas immédiatement évidente, c'est qu'elle est un poids mort. Voici maintenant ce qui met les gens mal à l'aise: se séparer de certaines personnes ne nécessite pas de confrontation. Cela requiert du silence, de la distance, une indisponibilité stratégique. Vous ne devez d'explication à personne. Vous n'avez pas besoin d'annoncer cette mise à l'écart. Il vous suffit de créer lentement, discrètement et intentionnellement de l'espace entre vous et toute personne qui n'est pas en phase avec votre trajectoire. Le silence n'est pas seulement un pouvoir, c'est aussi une forme d'élagage. Les personnes influentes le comprennent instinctivement. Elles ne sont pas sentimentales dans leurs relations. Elles sont stratégiques. Elles savent que vos 5 relations les plus proches déterminent vos revenus, votre état d'esprit, vos opportunités et votre potentiel. Alors, ils sélectionnent avec rigueur. Ils investissent dans des personnes prometteuses. Ils tissent des alliances avec ceux qui ont l'influence dont ils ont besoin. Ils entretiennent des liens étroits avec ceux qui les font progresser, eux et les autres. Ils s'effacent, disparaissent en retrait, non par haine, ni par drame, mais simplement par une distance discrète et délibérée. Votre réseau n'est pas une question de quantity. Il s'agit de densité, de qualité et d'alignement. Alors, cessez de collectionner les gens comme des trophées. Cessez d'entretenir des relations par culpabilité ou nostalgie. Commencez à vous poser la question difficile. Cette personne est-elle un atout ou un obstacle? Et agissez en conséquence. Car La loyauté envers les mauvaises personnes n'est qu'une autre forme d'autodestruction. Chaque émotion incontrôlée est une faille dans votre armure, une brèche qui peut être exploitée, une faiblesse exposée aux yeux de tous. Une émotion sans but est une arme pointée sur votre propre crâne. La plupart des hommes sont comme des livres ouverts. On peut lire leur frustration, leur insécurité, leur désespoir, leur peur. Cela se lit sur leur visage, leur posture, leur ton, et tout le monde autour d'eux prend des notes. L'élite ne refoule pas ses émotions. Ce n'est pas ce que je dis. La répression mène à l'explosion. Au contraire, elle les transmute. Elle les canalise. Elle transforme la rage en concentration, la peur en clairvoyance, la tristesse en silence. Elle ne réagit pas, elle répond. Et il y a un univers de différence entre les deux. La réaction est émotionnelle. Elle est immédiate. Elle est prévisible. Quelqu'un vous provoque et vous ripostez. Quelqu'un vous insulte et vous vous défendez. Quelqu'un vous menace et vous adoptez une posture menaçante. Vous êtes une marionnette et on vous tire les ficelles. La réponse est calculée. Elle est différée. Elle est stratégique. Vous ressentez l'émotion. Vous la reconnaissez. Et ensuite, vous décidez quoi en faire. Vous ne la laissez pas décider à votre place. Quand un homme devient impénétrable, il devient inébranlable. Pensez aux personnes les plus puissantes que vous ayez jamais rencontrées. Ceux qui imposaient véritablement leur présence. Étaient-ils très expressifs? Perdaient-ils leur sang-froid face à la provocation? Avaient-ils besoin de se justifier lorsqu'on les interrogeait? non. Ils étaient calmes, sereins, imperturbables. Et cette immobilité était terrifiante, car on ne pouvait pas les prévoir. On ne pouvait pas les manipuler. On ne pouvait pas les déstabiliser. C'est le pouvoir de la maîtrise émotionnelle. Non pas l'absence de sentiments, mais le contrôle absolu de leur expression. Votre colère, utilisez-la comme carburant, pas comme feu d'artifice. Votre peur, utilisez-la comme radar, pas comme paralysie. Votre tristesse, utilisez-la comme profondeur, pas comme démonstration. Et quand quelqu'un essaie de vous provoquer, souriez, faites une pause, laissez le silence agir. Car votre refus de réagir est plus dévastateur que n'importe quelle réplique. La maîtrise émotionnelle est l'arme ultime. Elle signifie « tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas m'ébranler. Tu ne peux pas me manipuler ». Dans un monde où chacun cherche désespérément à provoquer une réaction, rester impassible est la plus grande démonstration de force. Colmater les fuites. Devon is impenetrable. Dans chaque conversation, réunion, négociation, il existe un cadre, une présupposition sous-jacente sur la réalité, un contexte qui définit le possible. L'acceptable, le vrai. Et celui qui impose ce cadre gagne, toujours. La plupart des hommes ne réalisent même pas qu'ils évoluent dans le cadre de quelqu'un d'autre.
Ils participent à des conversations selon les conditions d'autrui. Ils acceptent des prémices qu'ils n'ont jamais acceptées. Ils argumentent dans des limites qu'ils n'ont pas définies et s'étonnent de ne jamais gagner. L'autorité est attribuée à celui qui semble le moins Desesperé de la revendiquer. pensé à Talent, le conseiller de Napoléon. Il n'a pas conquis de nation. Il n'a pas commandé d'armée, mais il a façonné le destin de l'Europe par un silence stratégique et une maîtrise du cadre. Il a défini les termes de la négociation sans jamais donner l'impression de négocier. Ou regardez Ray Dalio. Il ne force pas ses idées à l'évidence par la discussion. Il crée des cadres conceptuels qui les rendent inéluctables. Il s'approprie le terrain conceptuel avant même que la conversation ne commence. Les faibles parlent dans le cadre des autres. Les forts définissent le cadre. Voici comment cela fonctionne en pratique. Quelqu'un vous demande « Pourquoi n'as-tu pas accompli davantage jusqu'à présent ?» C'est une question biaisée. Elle présuppose un échec et vous met sur la défensive. Une réponse faible. Eh bien, j'y travaille, mais cela prend du temps et j'ai rencontré des obstacles. Une réponse forte. Je suis exactement là où je veux être. Qu'est-ce qui vous fait croire le contraire? Vous voyez la différence? Vous n'avez pas accepté leurs prémices. Vous avez recentré toute la conversation. Maintenant, c'est eux qui doivent se justifier. La maîtrise du cadre de pensée ne consiste pas à gagner des arguments. Il s'agit d'amener les autres à penser comme vous. À agir selon votre propre perspective. À accepter vos hypothèses comme vérité fondamentale. Et le cadre le plus puissant de tous, l'indifférence. Lorsque vous n'avez véritablement besoin de convaincre personne, lorsque vous acceptez les désaccords, lorsque l'approbation ou le rejet vous laisse indifférent, vous devenez un point d'attraction. Les gens gravitent autour de vous. Ils recherchent votre validation. Ils veulent être dans votre champ de vision parce que vous êtes le seul à ne pas être désespéré d'être ailleurs. Alors, arrêtez de discuter, arrêtez de vous défendre, arrêtez de vous justifier, définissez la réalité et laissez les autres s'adapter. L'homme qui n'étudie pas le pouvoir passera sa vie entière à servir quelqu'un qui l'étudie. Réfléchissez-y. Pendant que vous scrollez, ils étudient. Pendant que vous vous divertissez, ils s'instruisent. Pendant que vous consommez, ils construisent. L'élite ne lit pas pour être plus intelligente. Elle lit pour accroître son influence. Elle lit pour comprendre les systèmes, la psychologie, l'histoire, les dynamiques de pouvoir. Elle lit pour s'armer d'armes dont la plupart des gens ignorent même l'existence. Ce ne sont pas de simples livres. Ce sont des manuels d'instruction pour la réalité. Ce sont des schémas décodés du comportement humain, de la pensée stratégique, de l'avantage concurrentiel, et vous les ignorez pour un autre podcast sur les routines matinales. Voici la vérité. Le savoir est le seul atout qui se multiplie à l'infini. L'argent peut se perdre. Les relations peuvent s'estomper. La réputation peut être détruite. Mais ce que vous savez, ce que vous avez intériorisé, ce que vous avez intégré à votre fonctionnement, c'est un pouvoir permanent. Le problème, c'est que la plupart des hommes lisent pour se divertir. Ils lisent pour passer le temps. Ils lisent pour se sentir productifs sans rien construire de concret. Les hommes forts lisent pour se forger une arme. Chaque livre est une reconnaissance. Chaque concept est un outil. Chaque cadre de référence est une lentille permettant de voir des opportunités que les autres ne voient pas. Ils n'attendent pas que la guerre éclate. Ils se préparent avant qu'elle ne commence. Pensez-y. La prochaine crise de votre vie, quelle qu'elle soit, a déjà été vécue par quelqu'un d'autre. Cette personne en a parlé. Elle a documenté les schémas. Elle a élaboré les solutions. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'étudier. Mais au lieu de cela, vous attendez d'apprendre de vos propres erreurs. Vous payez le prix fort pour des leçons qui étaient déjà disponibles. Ce n'est pas du courage. C'est de la stupidité. Nourrissez donc votre esprit sans relâche. Créez un programme d'études. Pour la maîtrise, la philosophie, la psychologie, la stratégie, l'économie, l'histoire, la persuasion, le pouvoir. 30 minutes par jour, soit 10 livres par an. Soit 100
Livre en une décennie. C'est un arsenal intellectuel qui vous place dans un univers différent de celui de tous ceux qui vous entourent. Et voici l'effet cumulatif. Plus vous en savez, plus vous apprenez vite. Plus vous reconnaissez de schémas, plus vite vous pouvez décoder de nouvelles informations. Plus vous avez de cadres de référence, plus vous pouvez synthétiser des idées que les autres ne perçoivent pas. Votre esprit est soit une arme, soit un handicap, et la différence réside dans ce que vous choisissez de le nourrir. Alors, choisissez judicieusement. Musique, la sécurité est un esclavage. Je le répète. La sécurité est un esclavage. Vous n'êtes pas ruiné parce que vous avez échoué. Vous êtes ruiné parce que vous n'avez jamais vraiment rien risqué. Vous avez passé toute votre vie à éviter la perte au lieu de rechercher la victoire. Et éviter les pertes est un chemin garanti vers la médiocrité. La fortune ne favorise pas les audacieux. Elle punit les passives. Les riches ne jouent pas. Soyons clairs là-dessus. Ils ne gaspillent pas leur argent dans des billets de loterie ou des entreprises basées sur l'espoir. Mais ils prennent des risques calculés et impitoyables qui terrifieraient la plupart des gens. Ils parient sur eux-mêmes quand personne d'autre ne le fait. Ils s'investissent pleinement dans des opportunités qu'ils ont passé des mois à Analyzer. Ils sont prêts à tout perdre pour gagner ce que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Car voici le Calcul. Si vous ne risquez rien, vous ne garantissez rien. Si vous jouez la sécurité, vous vous enfermez dans la même trajectoire que celle que vous suivez déjà. Et si vous lisez ceci, cette trajectoire n'est probablement pas assez bonne. Pensez à chaque grande avancée de votre vie, à chaque gain significatif, à chaque moment de véritable croissance. Est-ce que cela vient du fait d'avoir joué la sécurité? Ou est-ce que cela vient du fait d'avoir osé affronter l'incertitude, le cœur battant la chamade et les mains tremblantes? Vous connaissez déjà la réponse. La cage dans laquelle vous êtes enfermé, celle que vous appelez sécurité, ne vous protège pas. Elle vous emprisonne. Elle troque le potentiel contre le confort. Elle choisit la lente agonie de la routine plutôt que la terrifiante possibilité d'une transformation. Et le plus triste, c'est que vous vous êtes persuadé que c'est de la sagesse. Non. C'est de la lâcheté déguisée en prudence. Attention, je ne dis pas qu'il faut être imprudent. Je dis qu'il faut être impitoyable. Il y a une différence. L'imprudence, c'est miser son loyer sur un pile ou face. L'impitoyabilité, c'est investir une année de sa vie dans un projet réfléchi qui pourrait décupler ses revenus. L'imprudence, c'est démissionner sans plan. L'impitoyabilité, c'est élaborer une stratégie de sortie pendant 6 mois, puis l'exécuter avec précision. L'imprudence, c'est l'espoir. L'impitoyabilité, c'est le travail. Alors, arrêtez de vous cacher derrière la responsabilité. Arrêtez d'utiliser vos obligations comme excuse pour l'inaction. Commencez à vous demander, quel est le risque structuré que j'évite et qui pourrait tout changer? Et prenez-le, car la seule chose plus coûteuse que le risque, c'est le regret. La pertinence est bon marché. Ce qui est visible meurt. Promenez-vous dans n'importe quelle grande ville. Regardez les monuments, les bâtiments, les institutions qui ont traversé les siècles. Voyez-vous les noms de ceux qui ont acheté les voitures les plus chères, les vêtements les plus tapacs s'engravent l'œil, les maisons les plus immenses? Non. Vous voyez les noms de ceux qui ont bâti des systèmes, créé des structures, qui ont conçu quelque chose qui les dépasse. Le style de vie alimente l'ego. L'héritage est architecture. Les personnes vraiment dangereuses ne font pas étalage de leur richesse. Elles la dissimulent. Elles agissent en silence. Elles bâtissent des empires qui fonctionnent sans leur présence. Car voici la vérité ultime. Si votre richesse disparaît avec vous, vous n'avez jamais été riche. Vous avez simplement mené une vie dispendieuse. Pensez aux familles qui contrôlent la richesse depuis des générations. Les Rockefeller, les Rothschild, les Meuduch. Ils ne publient pas sur Instagram. Ils n'achètent pas de Lamborghini. Ils construisent des fondations, des institutions, des systèmes qui leur survivront pendant des siècles. L'ego embellit l'instant présent. L'architecte conçoit pour l'éternité. La plupart des hommes sont tellement obsédés par l'apparence du succès qu'ils ne le deviennent jamais. Ils louent l'apparence de la richesse tout en restant perpétuellement fauchés.
Un seul mauvais mois et c'est la faillite, mais leur Instagram ressemble à la couverture de Forbes. C'est pathétique. Le vrai pouvoir est invisible. C'est le fonds fiduciaire que vos petits-enfants hériteront. C'est l'entreprise qui tourne sans vous. Ce sont les systèmes que vous avez mis en place et qui continuent de générer de la richesse longtemps après votre disparition. C'est devenir un fantôme dans la machine que vous avez créée. Alors, arrêtez d'optimiser pour aujourd'hui. Arrêtez de courir après la dose de dopamine de la validation. Arrêtez de décorer une vie sans fondement. Commencez à construire quelque chose de durable, quelque chose qui se multiplie, quelque chose qui vous transforme d'une personne en une institution. Car à la fin de votre vie, une seule question compte. Quand vous mourrez, le monde reviendra-t-il à la normale ou continuera-t-il d'évoluer dans la direction que vous avez tracée? Voilà la différence entre un consommateur et un créateur. Le consommateur laisse un vide. L'architecte laisse une machine. La pertinence est bon marché. Ce qui est visible meurt. Parcourez n'importe quelle grande ville. Observez les monuments, les bâtiments, les institutions qui ont traversé les siècles. Voyez-vous les noms de ceux qui ont acheté les voitures les plus chères, les vêtements les plus ostentatoires, les maisons les plus luxueuses? Non. Vous voyez les noms de ceux qui ont bâti des systèmes, créé des structures, conçu quelque chose qui les dépasse. Le style de vie alimente l'ego. L'héritage est architecture. Les personnes véritablement dangereuses ne font pas étalage de leur richesse. Elles la dissimulent. Elles agissent en silence. Elles bâtissent des empires qui fonctionnent sans leur présence. Car voici la vérité ultime. Si votre richesse disparaît avec vous, vous n'avez jamais été riche. Vous avez simplement mené une vie dispendieuse. Pensez aux familles qui contrôlent la richesse depuis des générations. Les Rockefeller, les Rothschild, les Médicis. Ils ne publient pas sur Instagram. Ils n'achètent pas de Lamborghini. Ils bâtissent des fondations, des institutions, des systèmes qui leur survivront pendant des siècles. L'ego orne l'instant présent. L'architecte conçoit pour l'éternité. La plupart des hommes sont tellement obsédés par l'apparence de la réussite qu'ils ne réussissent jamais. Ils entretiennent les apparences de la richesse tout temps, restant perpétuellement fauchés. Un seul mauvais mois et c'est la ruine, mais leur Instagram ressemble à la couverture de Forbes. C'est pathétique. Le vrai pouvoir est invisible. C'est le fonds de placement que vos petits-enfants Heriteront. C'est l'entreprise qui tourne sans vous. Ce sont les systèmes que vous avez mis en place et qui continuent de générer de la richesse longtemps après votre disparition. C'est devenir un fantôme dans la machine que vous avez créée. Alors, arrêtez d'optimiser pour aujourd'hui. Arrêtez de courir après la dose de dopamine de la validation. Arrêtez de décorer une vie sans fondement. Commencez à construire quelque chose de durable, quelque chose qui se multiplie, quelque chose qui vous transforme d'une personne en une institution. Car à la fin de votre vie, une seule question compte. Quand vous mourrez, le monde reviendra-t-il à la normale ou continuera-t-il d'évoluer dans la direction que vous avez tracée? Voilà la différence entre un consommateur et un créateur. Le consommateur laisse un vide. L'architecte laisse une machine. Les pauvres travaillent pour gagner de l'argent. Les riches envoient de l'argent travailler. Chaque dollar que vous possédez est un soldat. Soit votre argent est investi à la conquête de nouveaux territoires, soit il dort sur votre compte. Il n'y a pas de troisième voie. La plupart des gens gagnent de l'argent et le dépensent ensuite pour des choses qui leur donnent l'illusion d'être riches. Des voitures qui se déprécient, des vêtements qui se décolorent, des expériences éphémères. Ils troquent leurs soldats contre des feux d'artifice. L'élite fait l'inverse. Elle investit dans l'effet de levier. Elle acquiert des actifs qui génèrent d'autres actifs. Elle constitue des armées qui se multiplient pendant son sommeil. Elle n'achète pas pour impressionner. Elle investit dans des flux de trésorerie, des capitaux propres, des systèmes de propriété. Car voici le calcul. Si vous travaillez pour gagner de l'argent, il y a une limite. Votre temps est limité. Votre énergie est limitée. Vos revenus sont plafonnés par le nombre d'heures que vous pouvez vendre. Mais si l'argent travaille pour vous, il n'y a pas de limite. Il s'accumule. Il s'amplifie. Il se multiplie de façon exponentielle.
Réfléchissez-y. Un bien locatif peut générer $500 par mois, soit $6 000 par an. Voilà un revenu passif qui ne vous demande aucune heure supplémentaire. Imaginez maintenant. Multipliez cela par 10 propriétés. 20, 50. Soudain, vous gagnez un salaire à 6 chiffres par an sans échanger votre temps. Ce n'est pas être riche. C'est être libre. Et la liberté est la seule richesse qui compte. Mais la plupart des gens n'y parviendront jamais car ils ne savent pas différer leur gratification. Ils ne peuvent résister à elle. Envie de dépenser. Ils ne supportent pas les années de sacrifice nécessaires pour se constituer un véritable patrimoine. Alors ils restent piégés, travaillant jusqu'à 70 ans, espérant que la sécurité sociale ne s'effondre pas, priant pour que leur santé leur permette de profiter de la retraite. Pendant ce temps, l'élite prend sa retraite à 35 ans. Non pas parce qu'elle est plus intelligente, non. Pas parce qu'elle est plus chanceuse, mais parce qu'elle a compris les règles du jeu. L'argent n'est pas le but. La liberté l'est. Et la liberté vient de la mise en place de systèmes qui génèrent de la richesse sans vous. Alors arrêtez de dépenser comme si vous cherchiez à prouver quelque chose. Arrêtez. D'acheter des actifs qui se déprécient. Arrêtez de troquer votre avenir contre votre présent. Commencez à Investor. Commencez à construire. Commencez à créer une armée de dollars qui travaille pendant votre sommeil. Car si votre richesse disparaît avec vous, vous n'avez jamais été riche. Vous avez simplement mené une vie coûteuse. Alors, nous y voilà. 10 règles, 10 perspectives différentes, 10 façons d'appréhender le monde que la plupart des hommes ne découvriront jamais, trop occupés à jouer à un jeu truqué dès le départ. Le silence, la rareté, les systèmes, voilà les 3 piliers du véritable pouvoir, et non la quantité, ni La visibilité, ni la validación. Vous voulez savoir si vous avez réellement intégré tout cela? Posez-vous une question. Quand vous mourrez, le monde redeviendra-t-il normal? Ou continuera-t-il d'évoluer dans la direction que vous avez tracée? Si vous ne pouvez pas répondre avec certitude, vous ne construisez pas. Vous vous contentez d'exister. Vous décorez votre vie au lieu de construire un héritage. Et c'est bien ainsi. La plupart des gens sont comme ça. La plupart des gens vivront et mourront sans jamais toucher au véritable pouvoir, sans jamais comprendre les rouages du jeu, sans jamais devenir dangereux. Mais vous êtes là, ce qui signifie que quelque part, en vous, il y a une soif d'aller plus loin. Un refus d'accepter le scénario qu'on vous a imposé. Une volonté de s'aventurer dans l'ombre et d'apprendre ce que la lumière ne révèle jamais. Alors, prenez ces règles, intériorisez-les, appliquez-les, mettez-les à l'épreuve. Face à la réalité, et observez à quelle vitesse votre monde change. Car le pouvoir n'est pas inné. C'est quelque chose que l'on construit. C'est quelque chose que l'on étudie. C'est quelque chose que l'on bâtit brique par brique jusqu'à ériger. Quelque chose d'inébranlable. Le consommateur laisse un vide lorsqu'il disparaît. L'architecte laisse une machine. Lequel allez-vous être? Dites-nous en commentaire quelle règle vous a marqué. Laquelle vous a mis au défi? Laquelle allez-vous mettre en œuvre en premier? Car chacune vous rapproche de la souveraineté. Et la souveraineté est le seul enjeu qui vaille la peine d'être poursuivi. Claude peut se tromper. Veuillez vérifier vos réponses.